Il est 20h de chiffres au sommaire dès 6 soirs, 5000 morts en 4 jours. Bilan provisoire de l'agression rwandaise sur le sol de Congolais. À l'arrivée de l'armée rwandaise, Goma était transférée. Nous ferons un retour en image sur la rencontre d'hier entre deux membres du gouvernement souminois et la presse nationale et internationale. Pillage de ressources de la RDC, c'est la grande motivation de Paul Kagame pour tuer et massacrer dans l'est du pays. Viol, tuerie et effacement de la population pour une exploitation illégale. Le gouvernement congolais étale le mode opératoire du Rwanda. Complot contre la RDC, européen, belge et congolais dévoile la stratégie de l'homme fort de Kigali et rejette l'hypothèse avancée par Paul Kagame, la présence de FDLR au Congo pour justifier son agression. Madame, Monsieur, bonsoir. Bintou Keïta de la MONUSCO et Judith Suminwa Tshilukka, première ministre de la RDC, ont discuté à la primature autour du rapatriement des éléments de FARDC du personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans les locaux de la MONUSCO à Goma, dans le Nord Kivu. On débute ce journal par ces reportages signés Chimandondo, Pompomba et Joe Patrick Koko. Le gouvernement souminois déploie tous ses efforts pour faciliter le rapatriement à Kinshasa de ces dignes fils qui ont trouvé refuge dans le bâtiment de la MONUSCO à Goma, dans le Nord Kivu. En raison de l'occupation illégale de cette ville par l'armée du régime de Paul Kagame, ainsi que ses supplétifs du AM23 et de l'AFC. La première ministre s'est également engagée à associer la délégation de la MONUSCO dans cette démarche. Oui, nous avons assisté, Madame la Première ministre, au cours de cette audience, où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. La question du couloir humanitaire a également été évoquée afin de venir en aide aux millions de déplacés qui vivent dans une précarité extrême, sous l'œil complice de toute la communauté internationale. La problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants, et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires. La première ministre invite également les Congolais à se mobiliser avec détermination dans ces combats contre les ennemis de la RDC pour un Congo uni et fort. Agression rwandaise sur le sol congolais. Les États-Unis appellent au respect de l'intégrité territoriale et expriment leur solidarité au peuple congolais. L'ambassadrice américaine l'a dit à Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat, c'est mercredi 18 février 2025. On l'écoute. Merci. Je me suis entretenue avec monsieur le président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnant l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolaise et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques.
Rendons-nous en province à présent, dans le Kasaï oriental. Précisément, le vice-premier ministre en charge de la Défense a appelé la jeunesse à intégrer l'armée nationale pour en finir avec cette guerre d'agression rwandaise et protéger le territoire national. Au boulevard Laurent Désiré Kabila, Gu Kabombo Modianvita précise, je cite, cette initiative vise à renforcer les effectifs de l'armée et à mobiliser la jeunesse pour une cause nationale. Sandra Nyangi. C'est une marée humaine qui a répondu présent ce mercredi 19 février 2025 au boulevard Laurent Désiré Kabila à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ils sont venus recevoir avec empressement et motivation le mot du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, porteur d'un message du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un vibrant appel à l'enrôlement massif des jeunes au FARDC en vue de défendre l'intégrité territoriale et de mettre fin à cette guerre nous imposée injustement par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 AFC. Dans son allocution, maître Guy Kabombo Modianvita a souligné l'importance de la force juvénile comme relais d'une armée puissante. Dans ce meeting populaire à Mbujimaï, Guy Kabombo Modianvita a invité la jeunesse kassaïenne à l'unité nationale et à une solidarité derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettant ainsi halte au discours de haine et tribal. Quelques recrues en formation ont manifesté leur volonté d'aller au front sans plus attendre en vue de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême en faisant la guerre contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Épris de leur motivation et courage, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants les a invités à la patience et à une formation de qualité afin d'avoir une bonne posture sur les théâtres des opérations. La politique mise en place par le président de la RDC pour lutter contre la fraude et pillage de ressources naturelles. C'est ce qui a provoqué la colère de Paul Kagame, le président rwandais, obligé de faire la guerre pour continuer à s'approvisionner illégalement de ressources de la RDC. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a peint une situation marquée par cette agression du Rwanda qui continue d'endeuiller la population. Le résumé avec Jacques Kaboba. Pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo, les raisons de la guerre d'agression rwandaise, thème central du briefing spécial avec comme invité le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé. Bien avant, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembe a peint une situation marquée par cette agression barbare du Rwanda qui continue à endeuiller la population. Pour les porte-paroles du gouvernement, Kigali fait une guerre uniquement pour piller les ressources naturelles de la RDC. Car sans cette guerre, les régimes rwandais ne sauraient survivre. Si aujourd'hui le Rwanda choisit en réalité de nous imposer cette guerre de cette manière avec autant de violence, c'est parce qu'ils savent que l'avenir de leurs enfants est compromis par rapport aux mesures que nous avons prises. Même ceux qui sont leurs complices aujourd'hui, ils ne seront jamais en mesure, quel que soit le cas de figure, de payer la facture de la guerre qu'ils nous font. Parce qu'en réalité, les intentions sont permanentes de dire que cette partie de l'Est, que ce soit au niveau politique, au niveau militaire ou au niveau économique, doit rester dans leur giron pour poursuivre les sales habitudes qu'ils ont accumulées depuis 30 ans. Et le président de la République a dit non. Il a dit non de la manière la plus ferme. Non pas parce qu'il faut simplement dire non, mais parce que nous avons, nous, besoin de capter les ressources que sont les nôtres. Dans son adresse, Kizito Pakabomba, ministre des Mines, a démontré que l'origine de cette guerre d'agression est le pillage des ressources naturelles de la RDC. Il a énuméré les efforts que déploie le gouvernement pour empêcher les Rwandais de vendre les minerais pillés en RDC au prix du sang dans les marchés internationaux, en commençant par les régions africaines. Ces mesures qui sont en train d'être prises ci et là sont des mesures qui, pour nous, en tant que République démocratique du Congo, nous assure de pouvoir profiter de ces richesses pour le développement de notre pays. Mais en face de nous, nous avons une économie qui dépend en grande partie de ce pillage et en grande partie
de ce vol des ressources. La République démocratique du Congo s'organise pour pouvoir mettre en place et profiter des ressources générées par le secteur minier, en particulier sur l'est du Congo, mais cela dérange visiblement notre voisin qui vient et qui aujourd'hui, pour la survie de leur régime, se mettent à piller, se mettre à tuer nos populations avec les massacres que nous avons connus, que ce soit à Goma et aujourd'hui à Bukavu avec certains enfants qui ont été tués. Le pays des 1000 collines, le Rwanda bien sûr, qui n'a pas de l'or dans son sous-sol, en produit jusqu'à 800 kilos les jours. Une production qui lui fait gagner plus de 60 millions de dollars par jour. Ils ont fait de Goma un cimetière à leur arrivée. Hommes, femmes et enfants, plus de 5000 personnes tuées par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Un bilan provisoire, selon le gouvernement RD congolais. Le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, ici lui de Mine, était face à la presse. Regardez. Le bilan humain sur les carnages perpétrés à Goma, dans la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise, continue de s'alourdir. Au cours du briefing presse tenu le mardi 18 février 2025, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a donné des chiffres actualisés des massacres commis par les terroristes de la coalition AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise. Il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts, dont ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise. Les structures de soins, ça veut dire qui ont été enregistrées dans les hôpitaux. Et donc vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir parce que si vous lisez justement le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas. C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes, des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps de déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division. Carrément de chapitre Koulibaly Suleiman, coordonnateur de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité, était chez le président du Conseil supérieur de la magistrature. Au menu, comment venir en aide aux magistrats sous le territoire occupé. 24 heures après la réunion d'urgence du bureau du Conseil supérieur de la magistrature sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, principalement au nord et au sud Kivu, le président de cette institution, Dieudonné Kamuleta, a reçu mardi 18 février en son cabinet de travail le coordonnateur de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité au sein de la MONUSCO, précisément au bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies. Koulibaly Suleiman Kafana a été invité par Dieudonné Kamuleta dans le cadre des contacts avec les partenaires extérieurs avec lesquels le Conseil supérieur de la magistrature entretient des liens pour suivre de près la situation des magistrats pris au piège par les agresseurs rwandais dans l'est du pays. Telesphore Ndoubakilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, résume selon entretien. Nous commençons les démarches pour voir dans quelle mesure les magistrats
qui sont en détresse puissent être récupérés et être mis en lieu sûr. Ils ont estimé qu'ils ont un grand intérêt. D'ailleurs, ils ont apprécié que ce soit au niveau très officiel, que le président du Conseil supérieur administratif lui-même, en personne, ait invité le haut responsable de la MONUSCO pour que, avec lui, il puisse échanger, voir comment ils peuvent sécuriser d'abord les magistrats qui sont dans les zones de troubles, mais aussi chercher à les évacuer et au besoin d'intervenir en cas de menaces ou de difficultés que magistrat peut rencontrer. Dans l'actualité également, la Caisse nationale de sécurité sociale de l'agent public est dans le giron de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, a tenu à évaluer cette mutation. Soucieux de faire évoluer la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, selon le standard international, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait sollicité l'appui de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES en sigle, pour évaluer les activités de la SENSAP. Conduite par Cécile Germic, secrétaire exécutive de la CIPRES, la délégation de cette organisation africaine à caractère social a été reçue le mardi 18 février 2025 par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou en vue de lui faire rapport de cette mission d'évaluation. À l'issue de la mission d'exploration qui a eu lieu du 22 au 26 avril 2024, notre constat a été clair que la SENSAP bénéficiait de tous les attributs pour intégrer le portefeuille des organismes de prévoyance sociale de la CIPRES, à savoir qu'elle remplissait les conditions de gestion telles que prévues par nos textes. Et c'est à cet effet qu'elle a intégré notre portefeuille. Le Conseil des ministres a autorisé son intégration dans notre portefeuille le 14 juin 2024 à Genève en Suisse. Entrée dans les géants depuis le régime du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'a affirmé Madame Cécile Germic. Cette intégration déjà est à son initiative. Il faut dire qu'elle avait été entamée avant son arrivée au poste. Les résultats n'étaient pas fructueux au départ, mais avec son arrivée, les choses ont évolué. Et cette caisse a rempli toutes les conditions qu'il fallait intégrer notre portefeuille. Mais c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli la nouvelle de l'intégration. Il faut dire qu'elle a eu lieu depuis le 14 juin 2024 et qu'à la suite de cette intégration, nous venons faire l'audit général. Et donc, la CNSAP a participé à notre Conseil des ministres en tant qu'expert plein. Le secrétariat exécutif de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale est très satisfait de l'évolution de la SENSAP. Éducation à présent, la digitalisation du système de paye de la DINACOPé permettra à l'enseignant congolais de percevoir son salaire, même dans le coin le plus reculé de la RDC. Comment ça marche? Réponse de nos reporters, David Senda et Patrick Kachala. Le système d'information de la paie des enseignants géré par la DINACOPé constitue un élément clé dans la gestion du personnel enseignant du sous-secteur de l'éducation. Ce système a présenté ses limites en termes de fiabilité des données, ce qui justifie sa mise à jour, surtout sur le plan technologique. Un atelier a été organisé dans ce sens par le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté. Parmi les recommandations, le renforcement de la sécurité informatique, surtout dans les coins les plus reculés du pays. Des formations certifiantes et la mise en place d'un data center pour assurer la flexibilité et la protection des données. Au nom de Madame la ministre d'État à l'Éducation, le vice-ministre a salué l'expertise et l'implication des participants. Ces assises constituent donc pour nous une occasion précieuse de renforcer notre engagement collectif en faveur d'une gestion plus efficace et plus transparente de notre système éducatif. Le directeur chef des services de la DINACOPé est plus que satisfait de ces assises. Avec le nouveau système et surtout avec la carte biométrique, on va peut-être faire une accélération dans les systèmes de paie. Ils peuvent avoir leur salaire à temps réel parce que nous serons connectés au fichier de la Banque centrale au travers la paie et puis nous serons aussi connectés à des payes électroniques là où il n'y a pas de banque et l'enseignant peut aller dans n'importe quel distributeur de n'importe quelle banque retirer son salaire. La modernisation de ces systèmes d'information de la préparation de la paie de l'enseignant vise tout simplement l'amélioration de ses conditions sociales.
Plus de 40 millions de francs congolais et 2000 $ américains collectés par la communauté des églises unies du Réveil pour soutenir les efforts de guerre ont été remis au ministre de la Justice, Rodé Panda. En réponse à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la prière, accompagnée des collectes de fonds pour soutenir les FARDC et les Ouazalendo, les communautés unies du Réveil Cure, dirigées par l'évêque supérieur Dodo Kamba, Israël, ont collecté la somme de 40 400 500 francs congolais et 2000 $ américains des cotisations des fidèles de cette communauté cure de la ville de Kinshasa. La remise officielle est intervenue le lundi 17 février 2025 auprès des services du ministère de la Justice chargés de réceptionner ces dons. L'archevêque régional Ben Louabeya, accompagné de l'évêque Élisée Membo, directeur des cabinets de Dodo Kamba, ont déposé ces dons. Ces gestes salués par les ministres de la Justice et garde des Sceaux avec admiration à l'endroit de l'homme de Dieu Dodo Kamba pour les rôles cruciaux de l'Église. Dans un élan de renforcer l'unité, la solidarité et la cohésion nationale en vue d'une paix durable, seul moyen pour lutter contre la balkanisation de la RDC. Ces gestes forts de soutien aux FARDC et aux Ouazalendo s'inscrivent dans la vision du gouvernement congolais qui encourage la participation de toutes les forces vives de la nation pour la préservation de la paix et de l'unité du pays. C'est ce qu'on appelle l'union fait la force. Parlons autre chose, la mobilisation accrue de recettes non fiscales. La DGRAD s'y emploie surtout pendant cette période de la guerre d'agression dont est victime la RDC. Le directeur général de cette régie financière a visité la direction urbaine de Kinshasa, Cédric Kenina. Les conditions de travail dans la mobilisation des recettes non fiscales, la cadette des régies financières, vise plus haut. Pour y arriver, le directeur général des recettes administratives, domaniales et des participations des GERAD, Étienne Uchudi Lutula, a effectué une visite d'inspection à la direction urbaine Kinshasa-Est dans le but de se rendre personnellement compte des conditions de travail des cadres et agents de cette direction urbaine. Le prestataire avec qui nous avons signé le contrat de travail va commencer les travaux cette semaine pour permettre à ce que les cadres et agents de la DGRAD puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions plus ou moins acceptables. Le numéro 1 de la DGRAD s'est adressé aux cadres et agents réunis pour la circonstance pour les encourager dans la poursuite des efforts au profit d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales, surtout pendant cette période où le pays a besoin des ressources nécessaires pour faire face à la guerre d'agression rwandaise. Nous compatissons aux souffrances qu'endurent nos frères et sœurs à l'est du pays et nous soutenons sans réserve les efforts que déploie son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour pouvoir trouver des solutions, récupérer les territoires occupés par le gouvernement rwandais avec leur supplétif de M23. Nous devons beaucoup plus mobiliser les moyens afin de doter le gouvernement de moyens afin de faire face à cette guerre injuste. Étienne Uchudi Lutula a par la suite visité les sites devant abriter le bureau moderne de la Duquet, site acquis sur fonds propres. Nous allons vaincre, ne vous laissez pas emporter par la peur. Parole du secrétaire général de l'UDPS aux combattants. Augustin Kabouya appelle à l'unité à l'Ambikaï. C'est une causerie de réarmement moral détruite par les chefs d'état-major politique de Félix-Antoine Tshisekedi, Augustin Kabouya. Dans sa communication au président sectionnaire et cellulaire de son parti de Kinshasa, le président intérimaire de l'UDPS a réconforté les cadres, combattants et la population des zones occupées, victimes des atrocités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Concernant la campagne des SAP menée contre son parti, Augustin Kabouya invite les Congolais et les membres de son parti à suivre toujours la ligne tracée par Étienne Tshisekedi Mulumba, la non-violence et la cohabitation pacifique pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et surtout à ne pas céder à la peur. Pour ce faire, nous devons rester vigilants et former bloc patriotique autour des garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route au plan de déstabilisation des institutions établies démocratiquement.
comment expliquer biso indépendance lelo bakomi koyebisa bino biloko pour vous faire peur et puis bino mpe boza kobanga yango naza komituna toza bakombata ou bien toza bakombata te bandeko na biso nyonso même bango baza na baterritoire occupé epa barwandais babanga eloko moko te nde naza korasire bino na peko ya lelo mokonzi ya mboka aza kokontrole situation nyonso eza na maboko na ye. Il était aussi question pour lui d'appeler les jeunes à occuper les réseaux sociaux avec les vraies informations pour faire face à l'armée numérique de l'ennemi. À ces gestionnaires au quotidien du parti à la base, le secrétaire général interdit toute prise de position publique et l'organisation des manifestations populaires sans l'accord préalable de la hiérarchie du parti. La situation sécuritaire oblige. Au-delà de nos frontières, députés européens, belges et congolais ont mis à nu le complot ourdi contre la RDC. Ils rejettent l'hypothèse avancée par Paul Kagame, la présence de FDLR au Congo pour justifier son agression. Ils exigent de sanctions contre le pays agresseur, le Rwanda. Cette conférence de presse, animée conjointement par les députés nationaux de la RDC, Ladi Yangotikal et quelques élus européens ainsi que ceux du Parlement belge, a mis à lumière la situation sécuritaire dans l'est du pays et les velléités expansionnistes du Rwanda, condamnées d'ailleurs au cours de cet échange avec la presse. Il se cache derrière le FDLR, avec les deux opérations Kimia 1 et Kimia 2, et je n'entends personne parler de ça. On a permis au Rwanda de venir au Congo pendant, je pense, 3 semaines, avec des hélicoptères, des drones, des militaires et tout, pour déloger les FDLR. Il n'a pas réussi à les déloger. Et aujourd'hui, 15 ans après, il revient pour nous dire qu'il y a des FDLR au Congo. Mais bon sang, monsieur, on vous a laissé l'espace aérien congolais. On vous a laissé les sols congolais pour déloger vos FDLR. Pourquoi vous n'avez pas réussi? Et pourquoi vous mettez cette faute-là sur la RDC? La députée fédérale Lydia Muchebele s'est opposée à l'aide de l'Union européenne en faveur du Rwanda. Pour la paix en Mozambique, l'Union européenne donne 20 millions d'euros en Mozambique. Donc j'interpelle à Djalabib, je dis c'est trop marrant. Kagame au Mozambique, il est grand acteur de paix, mais au Congo, il est acteur de guerre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour la députée nationale Lydia Muchebele, la République démocratique du Congo peut utiliser tous les leviers pour pousser à des sanctions contre le Rwanda. Faites des lobbies pour que le Rwanda puisse être exclu de toutes les compétitions sportives. C'était leur fierté, non, c'est beau maillot de foot. Maintenant, on verra comment vous allez encore aller jouer au foot, comment il y aura du vélo chez vous. Il y a plusieurs types de sanctions. Et ça, c'est une sanction économique. Parce que tous les gens qui venaient là, oh, on va au Rwanda pour faire pour voir la course de vélo. On verra qui ira encore là-bas. L'élu de Kisangani, le député national, Ladi Yangotikala, y est allé par un questionnement. Pourquoi ce mutisme à une guerre qui dure plus de 3 décennies? Pourquoi les criminels de guerre qui massacrent la population de l'Est de mon pays circulent en toute impunité? Et 2 fois, ils sont même ici à Bruxelles. Et vous les accueillez en leur octroyant de visa Schengen. Pensez-vous que le millier de victimes congolais ne sont pas des êtres humains? Quelqu'un m'a dit, les Occidentaux, ils s'en foutent de la mort de nègres que vous êtes. Pour une meilleure compréhension du drame sécuritaire et humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC, un jeu de questions-réponses a enrichi cet échange entre les députés belges, européens et leurs collègues de la RDC en mission de sensibilisation et de mobilisation contre cette guerre d'agression orchestrée par le Rwanda. C'était en présence d'André Flao, ancien président de la Chambre des représentants de Belgique. Les rôles de la diplomatie face au conflit en République démocratique du Congo, tels étaient les thèmes de cette conférence de presse. Comme je disais à l'entame de cette édition, l'invité, il s'agit de M. Deyo Bizibou Lola, notable du Sud Kivu qui nous a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Gaëtan. Avec vous, nous allons parler de cette campagne lancée par Paul Kagame pour diviser l'ethnie en RDC. La RDC, 450 ethnies, 4 langues nationales qui cohabitent parfaitement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les swahilophones sont menacés et pourquoi? Oui, disons d'abord qu'en plus d'être du Sud Kivu, notamment la casquette politique est très importante. Le secrétaire général adjoint de l'UDPS
chargé de questions politiques et des questions interactives. Le Congo, le pays est attaqué. Lorsque le pays est attaqué, il faut taire les divergences et regarder en avant. Parce que c'est le même message que nous lançons envers les opposants. Lorsque le pays est attaqué, eh bien, tout le monde derrière le chef, il faut défendre le pays. Je voudrais d'abord faire la remarque que, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui croient que c'est une nouveauté. Bien entendu, je dis toute ma compassion aux populations du Nord Kivu, Sud Kivu en général, et puis Goma et Bukavu en particulier. Par rapport à cette occupation, ils sont sous les joues des occupants et de M. Paul Kagame, je leur dis toute ma compassion. Je disais que cette guerre qui nous arrive aujourd'hui, elle arrive à nouveau. Déjà, nous remarquons que la guerre a commencé ici au Congo, la déstabilisation a commencé en 1996. Vous vous rappelez qu'en 1996, la Fidèle qui est venue octobre 1996, au mois de mai, Kabila prenait le pouvoir ici à Kinshasa, à la tête de l'armée, un chef d'état-major général James Kabarebe, un Rwandais. Et tous les mandats ont commencé donc à signer. Et ça, c'est l'historique. Nous allons en ce moment-là, eh bien, là c'est 96, 98. Le Rwanda agit par le RCD. Après le RCD, c'est fait le CNDP. Et puis le M23. Bref, M. Kagame n'a fait que juste varier. Et donc les opérateurs, c'est valé jusqu'à maintenant. Et en ce moment-là, Félix-Antoine Tshisekedi n'était pas président de la République. Donc en quelque sorte, il n'y a pas de guerre d'ethnie en République démocratique. Maintenant, c'est une stratégie que Paul Kagame utilise actuellement pour diviser les Congolais, pour effectivement bien occuper. Ça, c'est un poison de M. Paul Kagame et de ses valets. Dernière question avant de poursuivre cette édition avec un autre élément du journal. Est-ce qu'il y a une ethnie majoritaire en République démocratique du Congo? Parce que Paul Kagame, il dit le Tutsi congolais sont en quelque sorte massacrés. Non, d'abord, nous tous, nous sommes des minorités. Exact. On a 450 tribus. Voyez-vous, nous sommes tous des minorités. Il n'y a pas une tribu qui soit vraiment majoritaire ici. Alors, un deuxième élément. Le deuxième élément, vous avez vu tout récemment ici. Tout récemment, lorsque la police est allée débusquer des bandits ici, ici à côté du stade des Martyrs, voyez-vous, eh bien, ils ont exploité ça pour dire que les Swahiliphones étaient malmenés à Kinshasa. Et malmenés par qui? Par les combattants de l'UDPS. Et moi, pour les combattants de l'UDPS, je dis non. L'UDPS regroupe tous les membres, tous les Congolais, venant de toutes les couches sociales du Congo. Les Swahili, les Bangala, les Bakongo, les Baluba sont là-dedans. Donc, il n'en est pas question. Donc, je venais donc pour dire à mes compatriotes que nous devons nous souder le coude derrière le chef de l'État lorsque le pays est envahi. Comme je disais, ce n'est pas la première fois que M. Kagame a envahi le Congo. Eh bien, l'occasion aussi d'encourager les Wazalendo, tous ces résistants qui ont toujours résisté depuis 1996. Nous avons des résistants. Les étaient ces résistants-là, les Congos s'est déjà balkanisé depuis très longtemps. Je les encourage, les Wazalendo, j'encourage les forces armées de la République démocratique du Congo pour résister. Eh bien, Kagame n'a pas réussi en 1998, il n'a pas réussi avec le CNDP, avec l'M23, non plus, il ne réussira pas parce qu'aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, le président Tshisekedi a mis aussi beaucoup de moyens pour l'armée qu'il n'en avait jamais eu. Lorsqu'on avait 400 millions, 500 millions à l'époque de l'ancien régime, aujourd'hui nous sommes plus d'1,6 million, 1,6 milliard, c'est beaucoup d'argent que le chef a mis pour le compte de l'armée. Et bien entendu, le travail va continuer. Donc je tiens à dire à mes compatriotes de tenir bon pour que nous puissions mettre en échec M. Kagame et tout ce qui l'accompagne. Merci de nous avoir apporté toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Et puis c'est communiqué avant de nous quitter le commandant de la 14e région militaire, commandant place et taxe force aux villes, province de Kinshasa. Le général-major Kizimu Mbuyu Stazin informe la population quinoise que contrairement à la rumeur répandue ces derniers jours, aucun élément de l'armée rwandaise ou du 123 n'a été arrêté à Kinshasa. Il rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de la capitale. Le commandant de la 14e région militaire demande à la population quinoise d'éviter de voir le Rwandais et partout surtout de céder dans la stigmatisation et de tomber dans le piège tendu par l'ennemi. La population doit par contre faire confiance aux forces de défense et de sécurité tout en continuant de dénoncer toute présence de personnes
suspecte. Fait à Kinshasa, le 18 février 2025, le commandant de la 14e région militaire. Et puis c'est communiqué, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation et la Direction générale du cadastre informe le titulaire de droit minier et ou de carrière que le note de débit et de perception relative aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2025 sont disponibles au guichet du CAMI situé aux adresses suivantes à Kinshasa, au croisement des avenues Polo Maurice et Kessavubu dans la commune de la Gombe, à Lumbashi, avenue Lumumba, numéro 2505, commune de Kapemba, à Bukavu, avenue Kaleye, numéro 35, commune d'Ibanda, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Kano, commune de Makiso, à Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kassou. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à le retirer en vue de procéder au paiement au plus tard le 31 mars 2025, aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, le CAMI s'y réserve le droit d'enclencher la procédure d'échéance du droit minier et ou de carrière non payé, et c'est sans préjudice de l'application par la DGRAD de pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, nous rappelons aux titulaires de droit minier ou de carrière que conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité de leurs droits est notamment subordonné au paiement de 100% de droits superficiels annuels. Fait à Kinshasa le 11 février 2025 pour la DGRAD. Étienne Ichoudi Lutula, directeur général pour le CAMI. Popol Mabolia Yenga, directeur général. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Jacques Aboba Moukoumina Sedouga, René Ngwangu, Géry Mawasa.